L'art à l'écoute. L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, nous parlons du peintre Amedeo Modigliani. Ce bel Italien séducteur est une figure majeure de la bohème de Montparnasse. Ses portraits aux lignes sculpturales et ses nus sensuels sont aujourd'hui connus de tous et s'arrachent à des prix mirobolants. Mais Modigliani n'a pas vécu ce succès. Pauvre, tuberculeux, il fut emporté encore jeune par la maladie et suivi dans la tombe par son amante, Jeanne Hébuterne. Il était né en Italie, à Livourne, en 1884, dans une famille de commerçants juifs très cultivés, mais ruinés. Si Modigliani se montre peu réceptif aux enseignements scolaires, il apprend en revanche énormément auprès de sa mère. Sa connaissance de la littérature italienne autant que de la littérature française et son habitude de déclamer des vers lui vaudront à Montparnasse une réputation d'érudit. De santé fragile, il contracte une inflammation pulmonaire alors qu'il est adolescent. Peu à peu, la tuberculose viendra s'ajouter à ses maux et Modigliani souffrira toute sa vie des poumons. Dans l'espoir d'améliorer la santé de son fils, la mère d'Amedeo l'emmène en voyage dans le sud de l'Italie. Pour lui, c'est une révélation. Après avoir découvert la ville de Naples et les îles environnantes, Capri, Amalfi, il visite bientôt Rome, Florence et Venise, où il séjournera plusieurs fois. Émerveillé par les églises, les galeries, les musées, Modigliani prend conscience de sa vocation d'artiste. Son père n'est pas ravi, mais il ne s'oppose pas aux souhaits de son fils, et le jeune homme a le soutien de sa mère et de son oncle. En 1902, il intègre l'atelier du maître italien Fattori, au sein de l'Académie des Beaux-Arts de Florence. Pour compléter cet enseignement où le maître incite les élèves à suivre librement leurs ressentis face aux grands livres de la nature, Modigliani fréquente assidûment les musées, palais, églises et autres trésors de la culture italienne. Ainsi, c'est avec une solide connaissance de l'histoire de l'art que Modigliani rejoint Paris en 1906 grâce au soutien financier de son oncle. Grand, beau, élégant, il fait beaucoup d'effet dans la bohème parisienne qu'il fréquente désormais. L'écrivain Blaise Cendrars décrit ainsi son ami. Modigliani était beau, divinement beau. Il était habillé comme les jeunes Italiens qui sortent des mains d'un tailleur italien. Il portait une gabardine cousue main, pincée à la taille, avec des manchettes qui bougeaient quand il gesticulait. Or, il gesticulait beaucoup. Mais si le jeune homme se fait connaître d'abord pour sa beauté et pour son caractère explosif, c'est bientôt pour son art qu'il va gagner la reconnaissance de ses pairs. Modigliani est très exigeant, et il n'hésite pas à détruire ses toiles quand il n'en est pas satisfait. Ainsi, il ne reste aujourd'hui aucune peinture de ses débuts en Italie, et de ses premières années dans la ville lumière, il n'en reste que très peu. Il faut en effet du temps au jeune homme pour encaisser le choc de la révolution picturale qui se joue alors à Paris. Si la capitale française est en 1906 le centre du monde de l'art, le lieu où la modernité prend forme, c'est aussi là que s'affrontent de puissants courants artistiques radicaux dans lesquels un jeune artiste aurait vite fait de se noyer. En 1905, Matisse a fait scandale au Salon d'automne avec ses peintures dites fauves aux couleurs flamboyantes. Dès 1907, Picasso répond avec les Demoiselles d'Avignon aux dessins acérés. Comment trouver sa place entre ces deux mastodontes ? Modigliani, pour sa part, n'est pas très sensible au rugissement des couleurs fauves, ni à l'éclatement cubiste des formes. Ses premières peintures témoignent plutôt d'un intérêt pour Toulouse-Lautrec et sa capacité à donner une profondeur psychologique à ses personnages. Déjà intéressé par le portrait, Modigliani peint en 1908 un buste de jeune femme dont les lèvres charnues et le regard franc rappellent les modèles montmartrois de Lautrec. De même, la ligne noire autour du personnage évoque les silhouettes simplifiées des affiches du peintre albigeois. Mais Modigliani est curieux, et il ne se satisfait pas de la peinture. Sa rencontre avec Constantin Brancusi l'encourage à pratiquer la sculpture, qui le passionne. Contrairement aux artistes de l'Académie, qui ont pris l'habitude au XIXe siècle de ne faire que modeler la terre, pour ensuite laisser aux artisans de Carrare le soin de créer la sculpture définitive, en marbre, Brancusi, lui, pratique la taille directe, et Modigliani, à sa suite, se lance dans ce corps à corps avec la matière brute. Explorant toujours le visage humain, il sculpte des têtes en pierre et en marbre. Les œuvres qu'il produit offrent à voir une modernité nouvelle. Des yeux en amande, les sourcils marqués, un nez géométrisé et une petite bouche, autant d'éléments qui réinventent la représentation du corps humain. Modigliani abandonne la vision classique de l'imitation de la nature pour chercher l'essence de son sujet, une puissance mystérieuse qui donne à ses sculptures une dimension quasi mystique. Ce style innovant doit beaucoup aux œuvres khmères et aux statues africaines qu'il découvre au musée ethnographique du Trocadéro, ainsi qu'à une fréquentation assidue des collections égyptiennes du musée du Louvre.
Ces sculptures sont fascinantes. Pourtant, Modigliani va devoir renoncer à cette pratique. Ses poumons faibles et malades ne peuvent supporter la poussière que génère la taille directe du bloc. Modigliani tousse, encore et toujours, et même de plus en plus. Il s'adonne alors définitivement à la peinture, mais les figures qui surgissent gardent ce côté immobile et sculptural de son œuvre en volume. En 1915, il réalise un portrait de sa maîtresse, la journaliste et écrivaine Béatrice Hastings, le cou plus long que nature, le visage très ovale et les yeux comme deux amandes noires. On reconnaît ici le style de Modigliani, qui mêle primitivisme et modernité, parvenant à réaliser des portraits sans céder à l'impératif classique d'imitation du sujet. Peu à peu, le peintre livournais s'impose à Montparnasse comme le portraitiste des avant-gardes. Soutine, Kissling, Rivera ou encore Picasso, Modigliani les peint tous, montrant sa capacité à se renouveler toujours au sein d'un même genre pictural. À Moïse Kissling, il donne un visage de masque africain, mêlé d'une influence cubiste, augmentant la symétrie de la face et les lignes marquées des yeux. Il lui fait aussi deux énormes mains, qui ne sont pas sans rappeler celles de M. Bertin, de Ingres, que Modigliani admire. À Soutine, au contraire, il donne un visage doux. Les lignes simplifiées évoquent Lautrec, quand la texture de la pâte rappelle le grain de la sculpture. La délicatesse des traits et le cou allongé font quant à eux songer à Botticelli. Car les références de Modigliani sont multiples. Il s'inspire autant des œuvres provenant des colonies que des peintures italiennes du Quattrocento ou des grands maîtres classiques. En 1916, il entame le portrait d'une jeune femme dont la pose évoque la Fornarina de Raphaël. Quand il ne peint pas, Modigliani est à la Rotonde, célèbre café de Montparnasse où se retrouve toute la bohème artistique. Dans ses souvenirs, le modèle Kiki de Montparnasse raconte que seul Libion, le patron du café, pouvait dire à Modigliani qu'il n'était vraiment pas raisonnable sans porter à la folie furieuse le délire du grand Livournais, lequel, au contraire, convenait et s'apaisait pour un moment. Modigliani est alors un protagoniste de ce que le journaliste André Varneau qualifie en 1925 d'école de Paris. C'est ainsi que l'on identifie ce moment où des artistes venant de tous horizons, Fujita vient du Japon, Rivera du Mexique, Picasso d'Espagne, Modigliani d'Italie, Max Ernst d'Allemagne, etc., tous se retrouvent à Paris, fréquentant les mêmes cafés, les mêmes ateliers. Tous échangent sur l'art, se conseillent et se soutiennent, et dans cette émulation incroyable naissent des œuvres dont on ne peut nier qu'elles sont liées, mais qui n'effacent ni la différence, ni la personnalité, ni la mémoire de ces artistes internationaux dont la vraie patrie est le quartier de Montparnasse. Modigliani est de toutes les fêtes. Il boit, il se drogue et il tousse. La journée, il vend des dessins pour quelques sous sur les terrasses des cafés. Pourtant, malgré les apparences, il n'est pas réellement ce qu'on appelle un artiste maudit. Cette fausse légende venue de son destin tragique ne colle pas avec le fait que dès 1907, il obtient l'appui d'un collectionneur, le docteur Paul Alexandre, qui lui achète des toiles et l'encourage. Il sera aussi accompagné par le célèbre galeriste Paul Guillaume, qui le conforte dans son goût pour le portrait et le pousse dans ses aspirations modernistes. Enfin, les dernières années de sa vie sont marquées par l'amitié et le soutien sans faille de Léopold Zborowski, qui sera son deuxième galeriste, lui achètera des œuvres et lui payera le loyer d'un appartement. Modigliani est reconnu par ses pairs, mais malheureusement pour lui, pas par le marché. Sous l'influence de Zborowski, il se met à peindre des nus. Modigliani a toujours eu besoin de travailler avec un modèle sous les yeux, afin de donner plus de vie et de profondeur à ses personnages. Pour ses nus également, il œuvre en faisant poser des jeunes femmes dans son atelier. Et sur sa toile, ce n'est pas Vénus, ce ne sont pas des nymphes ou des muses qui apparaissent, mais de véritables femmes nues, langoureuses, sensuelles, dégageant une présence physique, psychique et charnelle. En 1917, Modigliani obtient sa première et unique exposition personnelle à la galerie Bertweil. Mais au bout de seulement quelques jours, il faut fermer pour outrage à la pudeur, et les tableaux sont menacés de saisie. Succès de scandale, car tout Paris en parle. Mais l'échec commercial reste cuisant, car aucune toile n'est vendue. Pourquoi donc la police s'est-elle dressée contre cette exposition ? Après tout, le nu est un sujet classique de la peinture, et même les nus sensuels sont admirés de tous. La Vénus d'Urbino de Titien, l'Odalisque de Boucher, ou même les Vénus de Cabanel ou de Bouguereau, et bien d'autres encore. Quelle est donc la faute de Modigliani ? Si l'artiste livournais est condamné par les représentants de l'ordre public, c'est parce que ces nus ont des poils. Oui, des poils au niveau du sexe, des poils sous les bras, des poils qui ne laissent aucun doute.
Il s'agit bien d'une vraie femme, car, nous le savons tous, les déesses, elles, n'ont pas de poils. Il suffit de regarder les peintures. Donc, pour résumer, une déesse toute nue, oui, une vraie femme toute nue, non. Et les tableaux de Modigliani retournent s'entasser dans son atelier. Fuyant l'avancée de l'armée allemande, il part sur la côte d'Azur au printemps 1918, à l'invitation de Zborowski. Il emmène avec lui Jeanne Hébuterne, une jeune femme avec qui il partage un amour passionné. Au contact de la lumière du Sud, il éclaircit sa palette et peint quelques paysages. Il regarde les œuvres de Cézanne et rencontre Renoir. Il se lance dans une série de portraits de personnages du peuple, comme la fillette en bleu ou le petit paysan. Son style s'affirme, offrant la même solidité sculpturale que les personnages de Cézanne et la simplification des visages, dont le dessin si particulier est devenu sa marque de fabrique. Mais les dernières années de Modigliani sont surtout marquées par les multiples portraits de Jeanne. Jeanne au collier, Jeanne assise, Jeanne au grand chapeau, Jeanne de face, Jeanne de profil. Elle est son amour et sa muse. Il dira d'elle « Le bonheur est un ange au visage grave ». Il la représente, fine et longue, le cou étiré, telle la Madone au long cou de Parmigianino, trouvant avec elle l'aboutissement de la fusion entre l'art italien et la modernité qu'il était venu chercher à Paris. Mais ni l'amour de Jeanne, ni le soutien de Zborowski ne le sauveront. Il est emporté par une méningite tuberculeuse le 24 janvier 1920. Jeanne, qui est alors enceinte de leur deuxième enfant, ne supporte pas la perte de l'homme qu'elle aime et se suicide. 3 ans plus tard, le docteur Barnes, riche collectionneur américain, arrive à Montparnasse et achète tout ce qu'il y voit. Soutine, compagnon de Modigliani dans les périodes de vaches maigres, devient un homme riche, et le fonds d'atelier du peintre Livournais est en bonne partie acheté par son nouvel admirateur d'outre-Atlantique. Aujourd'hui, Modigliani est un des artistes les plus chers au monde. Enfin compris et admiré à sa juste valeur, Modigliani est un artiste qui a su faire de la modernité un pont, et non pas une rupture. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le catalogue de l'exposition Amedeo Modigliani, l'œil intérieur, du Musée d'art moderne de Lille, en 2016, où vous plongez dans les souvenirs de Kiki pour faire revivre le Montparnasse bohème de Modigliani. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à mettre vos commentaires. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour recevoir nos actualités. À bientôt!